Zulf Lawen, bienvenue dans Graffiti. Dans ce numéro, je reçois avec un énorme plaisir un grand écrivain, Hedi Bouraoui. Hedi, bienvenue à Berbère Télévision. Merci beaucoup pour cette invitation. Je t'en prie. Et donc, tu es universitaire, écrivain, tu as écrit une cinquantaine d'ouvrages. Et donc, avant de parler de tes ouvrages, de littérature, de ta carrière universitaire, Oui. on va juste parler un petit peu de l'actualité. Et si tu veux bien nous dire quelques mots sur la Tunisie. Que Oui. se passe-t-il en Tunisie? Eh ben, je crois que je pourrais résumer en un seul mot, c'est la confusion totale. Parce que les trois personnalités importantes de la Troïka Oui. n'arrivent pas à s'entendre, ils se donnent des ordres contradictoires par rapport à, par exemple, l'extradition de Mahmoudi en Libye, par exemple. Oui. Et en plus, au fait, le pays n'est pas tellement bien sécurisé. Et en plus, ils n'ont pas traité, au fait, ce que voulait la révolution, à savoir la sortie du chômage, l'emploi, le vivre mieux. Bon, il n'y a qu'un aspect qui est positif, c'est le fait que l'expression est devenue libre. On peut critiquer tout le monde, même le gouvernement, etc., ce qui n'existait pas Ça, c'est avant. considérable. Ah, c'est très considérable. Mais vous savez, oui, c'est considérable, mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas avec la liberté de la parole qu'on puisse pouvoir travailler et manger, hein, parce que Oui. c'est ça l'important. C'est très important que les gens vivent, puissent pouvoir gagner leur vie dans la dignité et pouvoir se nourrir et nourrir leur famille. Bon, c'est bien de critiquer, c'est bien. Mais alors, par exemple, pour les arts, vous vous souvenez, Oui, il y a tout à eu fait. une exposition, ça a été, les salafistes ont complètement saccagé une exposition qui était formidable et tout. Et bon, il y a les intellectuels qui réagissent, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait, à mon sens personnel, que le gouvernement agisse lui-même, puisque c'est Ennahda qui gouverne, au fait. pouvoir, Les oui. deux autres, ce sont des pantins, plus ou moins, et qu'eux ne réagissent pas. Ils laissent faire parce qu'ils pensent peut-être que la population est très religieuse, etc., et que ça va pouvoir peut-être, pour les prochaines élections, les remettre au pouvoir. Mais moi, ça m'étonnerait beaucoup. Tu veux dire qu'ils sont déjà dans des calculs politiques? Tout à fait, oui, parce qu'ils ont placé tous les gouverneurs. Tous les gouverneurs sont placés par le Nahda, et donc ça va être difficile de les dégommer de là. Et c'est le seul espoir, je veux vous le dire franchement, que j'ai personnellement, c'est qu'il y a Beji Caïd Sebsi qui veut rassembler tous les partis. Vous savez qu'il y en a eu plus de d'une centaine de petits partis qui sont occultés par Ennahda et le CPR de Marzouk et l'autre Oui. l'autre candidat, le président du Parlement. Et ce qui fait qu'au fait, il fallait faire ce geste de rassembler ces petits partis pour pouvoir au moins s'opposer au monopole presque total. Il y a une opposition. Il y a une opposition, tout à fait. Pour pouvoir s'opposer, on espère, enfin moi personnellement, j'espère que Beji Caïd Sebsi, qui a quand même conduit la transition, Tout à fait, oui. et qu'il a conduite d'une manière impeccable Remarquable. et Oui. remarquable dans la démocratie, dans la dignité. Il a dialogué avec tout le monde, tous les partis, islamistes compris. Et moi, je vois l'espoir de ce côté-là. Si Beji Caïd Sebsi ne réussit pas, nous allons retomber dans la politique de Nahda et des islamistes, au fait, avec, pour l'aile droite, les salafistes, ce qui serait, à mon avis, catastrophique. Tout à fait. Est-ce que, Hedi Bouraoui, tu penses que ce phénomène islamiste, qui est assez présent dans les autres pays de la région, hein, Oui. est-ce que c'est un phénomène qui va durer, ou bien est-ce que c'est un phénomène qui est juste pour un certain temps? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu d'apprentissage démocratique qu'on a ces phénomènes?
Oui, on a ce phénomène un peu partout, comme en Égypte, en Libye, en Syrie, c'est catastrophique aussi. Tout à fait. En Algérie, ça va peut-être venir, on n'en sait rien. Ah, c'était déjà venu, hein? Oui, Bon. oui, non, je sais que c'était déjà venu, mais j'espère qu'ils ne vont pas revenir. On peut l'espérer, effectivement. J'espère toujours, moi, qu'ils ne reviennent pas. Bon, ceci dit, c'est un mouvement très très fort et qui est appuyé par pas mal de la population parce qu'ils ont été tellement marginalisés, opprimés, etc. Ils ne pouvaient rien dire. Et, moi, le seul espoir, encore une fois, que j'ai, c'est que peut-être si on a des gouvernements islamistes, mon frère me disait l'autre jour, je parlais avec lui, il me disait, bon, moi je n'ai rien contre les islamistes, s'ils veulent gouverner démocratiquement. Mais comme on sait qu'ils ne vont pas gouverner d'une manière démocratique, je crois et j'ai l'espoir. Mais Ennahda, quand même, essaye l'apprentissage démocratique. Pour l'instant, ils ne vont pas imposer des lois. Non, ils n'ont pas imposé des lois. Ils ne font rien. Ils ont pris le gouvernement. Encore une fois, mon frère a résumé la situation mieux que tout le monde. Il m'a dit, écoute, Eddie, ils étaient en prison hier, aujourd'hui, ils sont des ministres. C'est-à-dire ils n'ont aucune expérience. Tout à fait. Mais ces gens-là n'ont aucune expérience du gouvernement. Et ils se sont mis au gouvernement parce que c'est Ranouchi, qui est le président du parti Ennahda, qui tire les ficelles derrière. Et par conséquent, automatiquement, ils tâtonnent, ils ne savent pas gouverner. Ils n'ont jamais été au gouvernement. Ils étaient en prison pendant 16 ans, j'ai bali. Alors, donc, c'est difficile. Mais les autres, les forces démocratiques et modernistes, sont dévisées et peut-être aussi n'ont pas d'expérience, non? Non, ils n'ont pas d'expérience non plus. Mais enfin, ils étaient démocratiques. Moi, je prends Marzouki encore une fois comme un exemple. Et il défendait les droits de l'homme et des citoyens. Mais aujourd'hui, il s'est chauffé la place de président. Il parade comme président élu. Mais il a été élu par quoi? Même pas 1 million et quelques, c'est rien. Et par conséquent, à mon sens, c'est terrible. Le seul espoir, encore une fois, ce n'est pas Belgique al-Sab, c'est de cela. S'ils sont au pouvoir, c'est que le peuple tunisien va être très vigilant, très critique. Et maintenant qu'il a la liberté de parole et d'expression, il va pouvoir le dire. Ça, c'est un grand atout. Oui, d'accord, mais ce n'est pas suffisant. Et justement, il y a une petite contradiction en Tunisie. La liberté de dire existe, mais on n'entend pas les Berbères s'exprimer. Je parle des Berbères tunisiens. Oui. Quelle est leur situation aujourd'hui? Oh, la situation est complètement déphasée. Ils sont mis de côté, on n'en parle pas. Comme je te le disais tout à l'heure, M. Marzouki endosse le burnous qui est berbère. Et il dit, nous sommes dans une société arabo-musulmane. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et l'origine, c'est l'origine. Et cette origine-là, elle a toujours été écartée, mise de côté, parfois même réprimée, parce qu'ils ne veulent pas de contestation à la notion complètement fausse finalement, arabo-musulmane. Oui, c'est vrai, ils sont musulmans, mais arabo-musulmane, moi je mettrais Amazigh musulman si on veut. L'aspect Amazigh est généralement occulté en Tunisie. Oui, c'est occulté. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les Berbères tunisiens ont encore peur de parler? Oui, je crois que oui. Malheureusement, oui, il ne s'est pas dégagé encore un mouvement, disons, de gens qui veulent parler, que veulent réclamer un peu plus de place dans la société. Parce qu'on n'en parle pas. Bon, comme je le disais tout à l'heure, ils sont plus ou moins concentrés dans le sud, à Matmata, Djerba, Tataouine, Chnelni, du côté de Gabès. D'accord. On peut dire qu'ils sont combien en termes de pourcentage, les Berbères tunisiens, même si peut-être c'est difficile de les quantifier? Oui. On dit, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que je connais, on dit qu'il y a à peu près 10% de la population. D'accord. Tandis qu'en Algérie, je crois que vous avez une trentaine de pourcents. Certainement beaucoup plus. Peut-être parce que beaucoup les plus. statistiques sont généralement biaisées. Hein? Oui. Donc voilà.
Et au Maroc, il y en a encore plus. Au Maroc, on dit 60%. En général, c'est ce qui se circule parmi Mais ces chiffres ont toujours été donnés à la baisse, y compris durant la période colonialiste. Tout à fait. Voilà. À fait. Donc la France, en tant que colonisateur, a toujours vu d'un mauvais œil cette expression berbère. Tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc, toujours dans notre survol de l'actualité, dans 2 jours, l'Algérie va célébrer son 50e anniversaire oui. D'indépendance. Tout à fait. En tant qu'Africain du Nord, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? D'abord que je suis très fier. Je suis très fier parce que j'ai vécu la guerre d'Algérie, hein, je l'ai vécu. Tu l'as vécu en France, c'est ça? En France, oui. On en reparlera probablement oui, tout à l'heure. tout à fait. Je l'ai vécu en Europe. Et en Tunisie aussi, j'étais en Tunisie. Le gouvernement tunisien à l'époque a aidé quand même l'Algérie et les leaders algériens. C'est une notion de fierté parce que 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie veut dire aussi que c'est l'indépendance presque de tout le continent africain. Tout à fait. Et ça, on l'oublie souvent. C'est grâce justement à l'indépendance de l'Algérie que les autres pays ont suivi, etc., etc. Bon, parce que la Tunisie et le Maroc étaient déjà en 56. Tout à fait, ils avaient eu l'indépendance avant l'Algérie, bien sûr. Exact, avant l'Algérie, tandis que chez vous, c'est en 60. Mais la Tunisie a beaucoup aidé l'Algérie, on l'oublie un petit peu quand même. Oui, on l'oublie beaucoup. L'armée algérienne est restée longtemps en Tunisie, bien sûr. Tout à fait. La Tunisie a beaucoup aidé, et Bourguiba, bien sûr. Elle a énormément aidé l'Algérie, mais c'est normal, enfin c'est des pays frères. Pour moi, l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, je me sens chez moi. Et pour cela, d'ailleurs, la France a bombardé la Tunisie, à fait, Sarkiat oui, à Bizerte, oui, c'est exact, oui. C'est pour ça qu'elle a bombardé. Mais les Français n'ont jamais voulu cette entente entre les 3 pays qui se disent le Maghreb francophone, l'Afrique du Nord francophone. Oui. Voilà, et ils n'ont jamais voulu ça. Tout à fait. Encore un point d'actualité, puisque tu nous viens du Canada, il y a eu beaucoup de contestations au Québec. Oui. Et cette contestation, on ne l'a pas beaucoup comprise ici en France. C'était quoi exactement? Écoutez, elle est simple, c'est que les étudiants, particulièrement de la province du Québec, qui est la province francophone, oui. Et qui est à peu près 6 millions d'habitants, tandis que la province anglophone a à peu près 9 millions et demi, l'Ontario. Donc, avec le gouvernement Charest, qui est un gouvernement libéral au Québec, il n'a pas voulu, aider les étudiants à baisser un peu les frais de scolarisation et d'université. Et ça a causé des problèmes. Il y a eu une confrontation terrible, et plus particulièrement à Montréal et à la ville de Québec, où il y a le gouvernement québécois. Et par conséquent, ils veulent être ensemble, etc. Et tout, maintenant, ça s'est généralisé, un peu la famille, les familles des étudiants qui sont venus là aussi pour les aider. Elles sont descendues dans la rue, elles aussi? Oui, elles sont descendues dans la rue. Et elles réclament encore une fois de l'aide pour que leurs enfants puissent aller à l'université d'une manière, disons, pas trop chère, quoi. Voilà. D'accord. Mais ce phénomène, on le voit uniquement dans le Québec. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas dans les zones anglophones du Canada? Parce que, d'abord, le Québec est toujours... ils revendiquent souvent, ils sont assez conservateurs. Ils ont un peu l'esprit français. Ils sont francophones, ils ont donc un peu l'esprit... Mais en même temps, moi, je pense personnellement, que ça, c'est mon point de vue personnel, que dans la partie anglophone, ils sont beaucoup plus fair play, c'est-à-dire ils jouent carrément avec les données et ils essaient de minimiser le choc. Donc nous, on n'a pas eu, par exemple, moi je suis dans une université où il y a 60 000 étudiants, oui. Mais on n'a pas eu de contestation, aucune contestation. Les prix sont normaux, les frais d'inscription sont normaux, plus ou moins normaux. Il y a de l'aide, il faut, comme pour tout étudiant, il y a des bourses, etc. Et donc, on n'a pas eu ce phénomène du tout dans tout l'Ontario.
qui est quand même la province la plus grande du Canada, la plus importante. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une perception de la vie différente dans les zones anglophones et dans les zones francophones? Oui, on vit plus ou moins au même niveau, vous savez, à peu près au même niveau, mais la perception de la vie est différente parce que, par exemple, rien que le code est napoléonien à Québec, tandis qu'il n'est pas napoléonien en Ontario. De l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Moi, je préfère, disons, vivre en Ontario, pour vous dire la vérité. Ça, je vous le dis carrément. Une dernière question à propos du Canada. Oui. Est-ce qu'un jour, le Québec sera indépendant? Je crois qu'il y a eu 2 référendums qui se sont soldés par le non. Tout à fait. Et j'espère que ça se soldera toujours par le non, parce que moi, je ne suis pas pour la séparation du Québec. Je pense que cela leur ferait beaucoup de tort et ils perdraient beaucoup d'avantages qu'ils ont, ne serait-ce que sur le plan, par exemple, des ambassadeurs. Eux, les Québécois, sont en général bilingues, plus ou moins, ils peuvent parler les 2 langues. Tandis les anglophones ne sont pas bilingues. Le français, ça ne leur concerne pas beaucoup. Et par conséquent, toujours les nominations, il faut être, pour représenter le Canada, je prends simplement ce créneau-là. Hein. En général, quand vous allez un peu partout dans le monde, moi je voyagé en Afrique, comme l'Afrique du Nord, mais aussi l'Afrique subsaharienne, j'ai toujours rencontré dans les pays francophones des ambassadeurs qui venaient directement du Québec. D'accord. Alors, donc, par conséquent, je pense, ça c'est simplement, maintenant aussi pour le partage du gâteau, c'est-à-dire des finances et de l'économie, oui, ils sont obligés de négocier avec le reste du Canada, qui sont quand même 9 provinces par rapport à une seule province. Et c'est dommage que cette province... C'est la partie, mine de rien, la plus importante. Et surtout, c'est la province du Québec qui donne un peu de couleur, si j'ose dire, culturelle autre que l'anglophonie rampante partout à travers le pays. D'accord. Et je reviens, Hedi, si tu veux bien, à ton parcours parce qu'il est impressionnant. Et donc, tu es né à Sfax en Tunisie. Tout à fait. Et j'aime beaucoup ma ville. C'est une belle ville en plus. J'aime beaucoup ma ville. Je lui ai consacré même un recueil de poèmes qui s'appelle Sfaxitude. Voilà. Et donc, je suis très attaché à ma ville natale. Je suis quelqu'un du Sud, donc, beaucoup plus près de ceux qui sont en général écartés du pouvoir central, qui est en général du Sahel, comme Bourguiba, comme Ben Ali, etc. Oui. Et même les Tunisois ne sont pas toujours au pouvoir. Bon. Ce sont toujours les Sahéliens qui ont gouverné, qui gouvernent en général. Qui ont toujours gouverné chez nous en Tunisie. Bon. Alors, à partir de Sfax, bon, voilà. Tu as fait tes études primaires à Sfax? Oui, mes études primaires à Sfax, oui, dans l'école de Moulainville, parce que j'étais dans le quartier nord de la ville, à 1 km de la ville de Sfax, sur la route de Tunis. Et là, j'ai fait mes études primaires. Et puis, petit à petit, je suis allé donc en France et j'ai fait des études secondaires en France, dans la région du sud-ouest, c'est-à-dire en Gascogne, au fait, à Lectoure, dans le Gers, dans un petit collège qui s'appelle le collège à l'époque Maréchal Lannes. Et à cette époque-là, Hedi, tu étais venu en famille ou bien tu venais tout seul? Non, je suis venu tout seul parce que mon père voulait, je suis l'aîné de la famille de 8. Et mon père a voulu, il était commerçant, il avait des clients qui étaient français. C'était dans le quartier de Moulainville, était plus particulièrement français. Il y avait mais aussi des musulmans et des juifs. Et donc, on lui a dit, bon, écoutez, pour avoir une bonne éducation, il faut l'envoyer. Donc, je l'ai envoyé. Donc, j'étais presque chez ma tante, si vous voulez, presque une tante qui m'a adopté. D'accord. Et donc, voilà, et je suis là. Je revenais en Tunisie pendant l'été, et voilà. Et à cette époque-là, la Tunisie était sous domaination française. Tout à fait, sous domination française, oui, oui. J'étais, je dirais même, presque parmi les premiers maghrébins, si on veut utiliser ce terme, aller en France. Comme j'ai été le premier peut-être
un des premiers, disons, à être allé aux États-Unis dans les années 58. Plus tard, hein, on arrivera aux États-Unis. Et donc après ces études-là de collège et de lycée, tu vas à la faculté de Toulouse, c'est ça? Tout à fait, oui, je vais à la faculté de Toulouse. Et quand j'ai eu mon bac, série philosophie, j'ai dit à mon père, bon, merci beaucoup, tu m'as aidé, c'est gentil. Maintenant, je veux compter sur moi-même. Il m'a dit, comment? Je me débrouille tout seul. Je vais me débrouiller tout seul. Exact. Et ça, c'est pour l'histoire. C'est que mon père a été un peu offusqué. Il dit, mais pourquoi? J'ai de l'argent, je peux toujours t'appuyer, je veux que tu fasses des études avancées. J'ai dit, oui, je vais faire des études. Mais je vais les faire selon mon programme. Alors j'ai fait des petits boulots comme surveillant, maître d'internat, dans des trucs comme ça. Et j'ai fait donc une licence d'anglais à l'université de Toulouse. Et voilà, et en même temps, à la fin de la licence, j'ai eu un poste, parce qu'il fallait aller en Angleterre pour perfectionner l'anglais à l'époque. Et donc on m'a envoyé, j'étais reçu d'ailleurs à la Royal Grammar School à Newcastle. Oui. Et là, j'ai accepté le poste, mais j'ai passé aussi un concours pour avoir une bourse aux États-Unis. Et comme je ne l'ai pas eu, j'ai accepté le poste à Newcastle en Angleterre. Et 2 semaines ou 1 semaine ou 3 semaines plus tard, je reçois le fait que j'étais reçu à cette bourse. Sur 200 et quelques étudiants, je ne sais pas quoi, j'ai été reçu à cette bourse Fulbright, qui est une bourse très prestigieuse des États-Unis qui te permet d'aller aux États-Unis étudier presque gratuitement pendant 1 année. D'accord. Voilà. Et donc tu es parti pendant 1 année aux États-Unis? Oui, alors je suis parti pour 1 année. Je ne savais pas où j'allais atterrir, j'avais aucune idée. C'était une aventure, c'est ça? C'était une aventure incroyable, Youssef. C'était une aventure incroyable parce que j'étais licencié d'anglais, mais j'avais fait un certificat de littérature américaine, mais je ne savais pas où se trouvait Indiana University. Et c'est là où on m'a envoyé, c'est-à-dire ce qu'ils appellent the Bible Belt. Dans le Midwest des États-Unis. Et c'est là j'ai fait 1 année. Et quand je suis arrivé là, on m'a dit, mais écoutez, vous avez une licence d'anglais, qu'est-ce que vous avez fait en anglais? J'ai dit, bon, ben, j'ai fait Shakespeare. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en Shakespeare? J'ai dit, oh, j'ai fait King Lear. Il dit, ah, King Lear, c'est tout? J'ai dit, oui, c'est tout, parce que la méthode française n'est pas la même chose que la méthode américaine. Alors, on m'a dit, ben non, il faut que vous fassiez tout Shakespeare plus les sonnets en 3 mois. Oula. Alors, vous comprenez, j'étais complètement effondré. C'est une autre façon de voir. C'est ça, je vous mentionne ceci parce que c'est important, bien sûr, parce que l'éducation française n'a rien à voir avec l'éducation nord-américaine. Et bon, au bout d'1 année, je commençais à m'y plaire. Je pensais revenir en France où j'avais laissé ma petite amie, ma moto, j'avais une moto, j'avais des choses pareilles, comme tout le monde. Bien sûr. Et bon, je commençais à m'y plaire. J'avais rencontré aussi des amis dans Panamériens, etc. Et j'ai demandé au Foreign Student Advisor, c'est celui qui conseille les étudiants étrangers, s'il ne pouvait pas m'aider à ajouter encore 1 année, à rester encore un peu plus. Non, mais c'est surtout pour avoir le statut d'étudiant pour faire la maîtrise. D'accord. Parce que je n'aurais pas pu faire la maîtrise en 1 année avec le système dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui. Et par conséquent, j'ai eu je me rappelle encore de ce monsieur, Dr. Burnham, et il m'a dit, oui, d'accord, je vais essayer. Et il a essayé, il a réussi, et j'ai donc pu rester 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'ai fait ma maîtrise en littérature américaine, et j'ai fait un mémoire sur l'image de la France dans l'œuvre de Henry James. Extraordinaire. Oui, extraordinaire, oui. Et le résumé de cette image, ça serait quoi en général? Bon, c'est l'image de la France vue par un Américain, par un romancier américain.
En donc, général, les romanciers américains aiment Paris, hein, s'ils n'aiment pas la France. oui, oui, n'est-ce non, pas? non, oui. Bon, il a un roman qui se passe, The Ambassador, qui se passe en France, etc. Il a des romans qui se Oui. passent en France. Et l'image n'est pas toujours positive, hein. Tout à fait, bien sûr, Les bien sûr. Américains n'aiment pas beaucoup la France, même s'ils l'admirent pour certaines choses, par exemple les droits de l'homme, hein. Bon, Oui. vous savez que la Oui. Révolution américaine a été inspirée par Montesquieu Tout à fait. le siècle des Lumières. Tout à fait. Donc par tout à fait. conséquent, voilà un peu la chose. Mais dès que j'ai eu mon master à l'époque en littérature américaine, j'avais alors le droit de postuler pour continuer mes études, ce que je n'avais pas avant. Voilà. Et j'ai fait 40 demandes, Youssef. 40 demandes demandes à 40 universités. Vous savez combien il y a d'universités Combien de aux réponses? États-Unis? Je ne sais pas. Il y en a combien? Il y a 2000. 2000 universités. Oui, 2000 impressionnant. universités aux États-Unis, oui. Et vous savez, j'ai fait 40 et j'ai eu un coup de peau extraordinaire. J'ai été invité comme teaching assistant, Oui. c'est-à-dire un enseignant de langue française, Oui. à Cornell University, qui est une des meilleures universités des États-Unis. Il y a ce qu'on appelle the Ivy League School. Oui. Ce sont 7 écoles, 7 universités, on dit école school. Oui. Donc, 7 universités, dont Cornell, qui sont les meilleures universités sur les 2000. Et moi, j'ai été accepté dans une de celles-là. C'était en quelle année à peu près? Exactement dans les années 60. En années 60. 1960? 1960. Oui. C'est tout de suite un peu après l'indépendance de la Tunisie, là. Tout à fait. Et est-ce que tu te souviens du jour de l'indépendance de la Tunisie? Bon, c'est juste au mois de pour- mars, le 20 mars. Oui, et tu étais aux États-Unis ou bien en France? Non. Ou bien encore en Angleterre? Non, j'étais en France. Voilà. Et donc, tu continues ton parcours aux États-Unis et tu deviens doyen Ben, Doyen pas de de cette collège. université-là, non. d'une autre université, Oui, bien sûr. oui, non, bien notre université. Je suis j'ai eu mon doctorat là, Oui. en littérature comparée, française, anglaise, américaine et italienne. Voilà mon doctorat. Et encore une fois, je ne voulais plus rester aux États-Unis parce que je n'aime pas beaucoup les États-Unis et leur politique. Et je suis allé au Canada parce que c'était un pays où on pratiquait les 2 langues officielles, dont le français. Et qu'est-ce que tu n'aimais pas dans la politique américaine? Ou bien qu'est-ce que tu n'aimes pas encore? Peut-être c'est la même politique. Tout à fait. C'est quoi? Qu'est-ce qui te chagrine un peu dans cette politique américaine? Ce qui me chagrine beaucoup, c'est l'arrogance Oui. et le fait de vouloir régir le monde à leur image. Vouloir être le gendarme Le du gendarme monde. du monde. Et moi, j'aime pas beaucoup ça. J'aime pas les gendarmes. Mais est-ce que justement cette politique américaine est débattue entre les citoyens ou bien est-ce qu'ils la cautionnent en Non, général? non, elle est débattue parce que la liberté d'expression existe, Elle existe, aux bien États-Unis. sûr, Oui, oui. non, il faut pas. Oui, non, c'est débattu, mais malheureusement, l'Amérique, comme d'ailleurs le Canada, hein, c'est pareil aujourd'hui, sont fermés en eux-mêmes, ces pays-là, Oui, oui. sont fermés en eux-mêmes, et par conséquent, les gens en dehors des États-Unis et du Canada, le reste du monde, ça ne les intéresse pas tellement. Tout à fait. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec Hedi Bouraoui. Hedi, donc on parlait des États-Unis et de cette arrogance typiquement américaine. On peut dire comme ça? Oui, tout à fait. Et donc, toi, elle te gêne, elle gêne beaucoup de gens. Hein. Et à partir de l'extérieur, on a du mal à comprendre, par exemple, que Bush soit réélu, par exemple. Comment se C'est fait-il? incroyable, même les gens qui sont dedans ne le croient pas. Alors, vous savez, surtout la politique de Bush a été désastreuse et on avait un peu d'espoir pour Obama. Malheureusement, lui aussi, c'est une déception, en tous les cas pour moi.
à part le dossier santé où il a fait un petit truc, mais par exemple, il n'a rien fait pour... Et comment se fait-il, Hedi? J'avoue que moi-même, je suis déçu par ce que Obama a pu faire. Est-ce qu'il se donne le temps pour un deuxième mandat? Comme disent un peu les gens qui le défendent. Oui, non, vous savez, il veut un deuxième mandat, ça c'est sûr, mais il ne peut pas faire grand-chose parce qu'il est bloqué. C'est la force des lobbies. C'est les lobbies qui sont là et qui travaillent et qui ne le laissent pas faire, même s'il le veut. Et finalement, il a un peu résisté au début. Vous vous rappelez, quand il a rencontré Netanyahou, etc. Tout à fait. On voyait même à son visage qu'il résistait. Oui. Mais après, c'était fini, c'est terminé, c'était devenu le copain, et il avait fait pourtant un très beau discours au Caire. Tout à fait. On croyait qu'il allait un peu avancer sur ce dossier palestinien. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas beaucoup cru à son discours. Ah, d'accord. Mais bon. Mais toi, tu les connais alors? Tu connais moi, mieux je les que connais. Nous, j'ai vécu avec eux, et je vis encore avec eux. Voilà. Oui, je les connais bien, oui, oui. Et donc, quand tu pars au Canada, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à toi? Tout à fait, une nouvelle vie. Alors, comme je dis, je voulais aller au Canada parce que je ne voulais pas rester aux États-Unis. Et je voulais aller dans une grande ville. Et donc, j'ai choisi Toronto. Et à Toronto, j'ai eu avec un diplôme de Cornell, j'avais au moins 6 ou 7 postes à l'époque. Il y avait des postes. Et il y avait des choix, j'avais à Halifax, j'avais à Western Ontario, j'avais partout. Mais j'ai choisi Toronto où il y a 2 universités. Il y a l'université de Toronto qui a 150 ans, qui est un peu la Sorbonne en France. Oui. Et il y a une nouvelle université qui venait de commencer, à peine de commencer. Et j'ai choisi celle-là, la dernière, celle qui vient de commencer. La nouvelle, là. Oui, la nouvelle. Qui s'appelle York University. Oui. Et là, j'ai pris un salaire, Youssef, de $500 en moins à l'époque, c'était énorme. Ah, d'accord. L'Université de Toronto voulait me payer plus que York. Mais toi, tu as choisi autre chose. J'ai choisi autre chose. J'ai choisi ça et le choix s'est révélé bon parce que là, j'ai pu mettre ma marque, si j'ose dire, alors que j'aurais pu suivre la marque des autres dans l'autre université. C'était bien vu. Oui, c'était bien vu, oui. Alors voilà, et donc on a commencé York University dans un petit collège qui s'appelle Glendon College. On avait 600 étudiants. Aujourd'hui, on est une université de 60 000 étudiants. Oh là là, et donc, à l'intérieur de cela, j'ai fait un peu d'administration. J'ai été directeur du département d'études françaises. Et puis, dans les années 70, je crois, 78 ou quelque chose comme ça, 78 exactement, on m'a nommé donc master de Stone College, ce Stone College que vous voyez là. Oui. Et là, on avait à York 9 collèges universitaires qui sont indépendants, ils ont leur bâtiment, ils ont tout. C'est complètement indépendant. Tout à fait. Et alors, à l'époque, j'ai voulu, dès que je suis arrivé à la tête de ce collège universitaire, j'ai voulu mettre, à l'époque, on parlait beaucoup au Canada du multiculturalisme. D'accord. Et c'est à partir de cette notion de multiculturalisme, d'ailleurs, j'ai été conseiller aussi bien sur le plan fédéral que provincial, sur le multiculturalisme canadien et ce qu'on appelle... Et ça voulait dire exactement, à cette époque-là... À cette époque-là, c'était Trudeau qui avait lancé ça en 1972 à peu près, que les immigrés qui venaient pouvaient garder leur culture. Leur culture d'origine. D'origine. Alors moi, ça m'a beaucoup plu. Ça, c'était mon truc. C'est une belle idée. C'est une très belle idée. Malheureusement, Youssef, le problème de ceci, c'est que les gens qui sont venus, je suis allé, moi, quand je suis arrivé, je suis à Toronto, je suis arrivé avec 60 000, l'année où je suis arrivé, 60 000 Italiens. Oula. Donc, c'est presque une ville, hein? Ah oui, bien 60 000 Italiens. Oui. Et on leur a dit, vous pouvez garder l'italien, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et même le gouvernement finançait les études de la langue italienne. Par exemple, je prends l'Italie parce qu'ils étaient nombreux à l'époque. Et donc, je voulais, le multiculturalisme était une bonne idée. Et moi, je faisais des voyages à travers le monde pour vendre l'idée du multiculturalisme parce que c'était formidable de dire aux gens, vous pouvez émigrer, mais vous pouvez garder votre culture. Tout en apprenant le français ou l'anglais, bien sûr. Ça va de soi. Oui.
Mais gardez la culture, c'est-à-dire les valeurs culturelles que vous portez en vous. Bon. Mais le problème, c'est que les gens se sont mis en ghetto. Les Italiens vont avec les Italiens, les Chinois vont avec les Chinois, les musulmans vont avec les musulmans. Il n'y avait pas de communication. Alors, comme c'est la mosaïque canadienne, elle est faite de petits morceaux, mais qui sont fermés en eux-mêmes. Ah, d'accord. Qui sont hermétiques, en fait. Hermétiques par rapport aux autres. C'est-à-dire, bon, ils sont dans la communauté, mais la communauté canadienne, ils parlent anglais ou ils parlent français, ça, c'est pas un problème, mais ils restent enfermés en eux-mêmes. Il y a des communs, par exemple... Et la communauté nord-africaine, elle arrive plus tard? Non, oui, elle arrive très tard. C'est d'abord les Marocains qui arrivent? Oui. Mais très tard, ils arrivent toujours au Québec, plus ou moins, très peu dans la partie anglophone. D'accord. Alors, voilà, et donc, c'est à partir, là, je vais terminer là-dessus, c'est que, à partir de la notion de multiculturalisme que je ne trouvais pas opératoire, j'ai créé la notion de transculturalisme à l'époque. Ah, c'est encore mieux, pour qu'il y ait communication entre les communautés. Entre les communautés, voilà. Et ça marche? Ça a marché? Ça marche toujours? Non, ça marche sur le plan théorique, ça ne marche pas toujours sur le plan littéraire. Ah, sur le terrain, c'est différent? Non, sur le terrain, c'est différent. Mais sur la théorie, du point de vue théorique, du point de vue de pensée, oui, d'ailleurs, c'est devenu après une tarte à la crème. Tout le monde parlait de tout le monde en parle. Ah oui, tout le monde en parle. Mais c'est moi qui ai lancé ça déjà en 72. J'avais fait un colloque là-dessus. Et voilà. Mais est-ce que les gens, quand ils en parlent, ils vous citent? Bon, ils ne me citent pas pour ça. Peut-être ils me citent, mais je ne sais pas. D'ailleurs, ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est que cette notion... D'ailleurs, j'ai fait un livre, mais récemment, hein, c'est pas longtemps, peut-être une dizaine d'années, Transpoétique, éloge du nomadisme. Parce que, pour moi... la chose la plus essentielle, c'est de transverser, de traverser, d'aller au-delà de soi-même, d'aller au-delà de sa propre culture pour passer à une culture autre et que la culture autre vienne à vous. C'est ça, c'est le dialogue des cultures qui m'intéresse. C'est un beau dialogue. Oui. Mais ceci dit, toi, tu as toujours écrit, au fait. Tu n'as pas arrêté d'écrire. Non. Et dans plusieurs genres. Donc, de la poésie, de l'essai, du roman. Oui. Et donc, est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as publié? Oui. Ça remonte à longtemps, bien sûr. Le premier livre, c'est un petit recueil de poèmes que j'ai publié aux États-Unis d'ailleurs, et qui s'appelle Musoctel, c'est-à-dire le cocktail poétique ou le cocktail de la muse ou le cocktail de la musique. C'était en français ou en anglais? C'était en français. C'était en français et publié aux États-Unis? Oui, publié aux États-Unis, à Chicago. C'est une amie qui ne connaissait pas de poésie, mais elle aimait bien les sons de cette poésie. Elle m'a dit, je te publie le bouquin. J'ai dit, d'accord, vas-y. Et donc, je lui ai donné le texte et se sortait. C'est mon premier texte, mon petit. C'était en quelle année? Ça devait être dans les années 58, 59. Ça remonte, hein? Oui, ça remonte. Est-ce que, par exemple, tu as une copie de ce livre aujourd'hui? Oui, je l'ai. Ah, quand même, tu gardes quand même une copie. Oui. C'est un beau souvenir, parce qu'après, tu as publié beaucoup d'autres choses. Et le roman, comment tu es arrivé au roman? Après la poésie. Je suis arrivé au roman, parce que moi j'ai enseigné, comme je te l'ai dit, la littérature comparée, au fait, et j'ai enseigné aussi, surtout, la théorie de la critique littéraire. D'accord. Et donc, c'est comme ça que je fais des essais en anglais et en français, parce que j'ai été entraîné par les plus grands chercheurs, Paul Demande, Derrida, etc., Roland Barthes, que j'ai fréquenté. Je connaissais pas mal de monde. Sans parler, par exemple, c'est moi, j'ai fait introduire toute la littérature maghrébine, de Kateb Yassine à Rachid Boujedra, à Rachid Moumouni, à Tahir Daoud. C'est un travail colossal. Mais oui, c'est un travail colossal, mon cher ami, oui, c'est un travail colossal. Il y aurait à faire des émissions là-dessus. Mais enfin, oui, bien sûr, on va essayer d'aller à l'essentiel. Mais à l'essentiel, je vous dis que les auteurs francophones du Maghreb, aussi bien de la Tunisie que de l'Algérie, que du Maroc, moi, je les ai mis sur la table de l'éducation aux États-Unis et au Canada. Dans les deux pays. Dans les deux pays, oui.
Et donc, tu as commencé un peu avec quel auteur au départ On a commencé par les pères fondateurs, Kateb Yassine par exemple, Driss Raibi au Maroc, Albert Memmi en Tunisie. Voilà les plus grands. Mais ensuite, il y a eu les autres. Ensuite, d'autres noms en Mouloud Mamri, etc., que j'ai connu, que j'aime beaucoup. Oui. Tu l'as connu où, Mouloud Mamri? En France et à Paris. En France. Oui. Je ne l'ai pas connu en Algérie, malheureusement. Non, je l'ai connu en France. Ce n'est pas grave. Hein. Si c'est en France, l'essentiel, c'est d'avoir connu ce grand temps de la littérature. J'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur, parce que c'est un grand monsieur qui a fait, comme vous le savez, la grammaire. Tout à fait, il a fait énormément de choses. Il a aussi il a fait un socle pour l'étude de la langue berbère, en plus de ses créations poétiques et romanesques. Et plus Haït Morand, etc. Il a fait énormément de choses. Tout à fait. Et j'ai beaucoup d'admiration parce que moi, j'ai toujours été, vous savez, quand vous parlez des premiers romans, etc., un de mes premiers romans, c'est Retour à Tina, c'est sur ma ville natale. Et le personnage féminin est un personnage berbère. Et j'insiste là-dessus, pour que ce soit un personnage berbère. Et c'est une femme qui veut récupérer son héritage. C'est ça l'histoire. À la recherche de son identité. À la recherche de son identité et à la recherche de son héritage pour le mettre au sein de la ville. Tout à fait. Et le livre, il est sorti vers quelle année, ce livre? Dans les années, exactement, je pourrais vous le dire, disons, d'idée. Dans les années 60, 90, peut-être, début 90. D'accord. C'est un de mes premiers romans vraiment qui a commencé, parce que d'abord, je vais vous dire, Youssef, c'est que comme j'ai fait beaucoup d'administration, j'ai fait beaucoup d'enseignement, je n'avais pas le temps d'écrire. Et je n'ai commencé vraiment que lorsque j'ai pris ma retraite. Ah oui, mais tu as écrit beaucoup quand même. Oui, j'ai écrit beaucoup, mais c'était beaucoup de poésie. Tu as produit énormément. Oui, j'ai produit énormément dans deux domaines particulièrement, la poésie et les essais. Oui. La poésie, parce que c'était beaucoup plus facile pour moi de faire des poèmes. Même quand je vais dans des réunions. Ah, tu trouves le temps quand même de j'écoute parce qu'en général, parce que ces réunions-là administratives, elles sont barbantes. Très ennuyeuses. Alors moi, j'écris un poème en attendant de passer le temps. Tout à fait, oui, bien sûr. Bon, et ça, c'est pour la poésie. Pour les essais, il fallait que je fasse des essais pour ma promotion universitaire. Parce que si on ne produit pas, publish or perish, hein, si on ne produit pas des essais universitaire, on n'avance pas beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai avancé, au fait, dans ma carrière, aussi bien universitaire de prof que d'administrateur. Et donc aujourd'hui, tu as plus de temps pour écrire, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire maintenant, j'ai sorti tout dans mes tiroirs. Et j'écris plus de romans que de poésie. Mais je continue à écrire de la poésie et je continue à faire des essais. Hein. Ah ben, c'est très bien. On va parler un peu des derniers romans qui sont parus récemment, entre autres Paris berbère. Oui. Alors, c'est quoi ce roman Paris berbère il y a Paris, il y a la berbérité, il y a une histoire d'un couple. Oui. Il y a les temps qui se chevauchent. Absolument. Alors, en bref, c'est l'histoire d'un couple franco-algérien. Le personnage Théophile Deviot est français. Lui, il est obnubilé par la quête de la retrouvaille de sa maman, parce qu'il est né illégitime. Oui. Et donc, Tassadit Haït Morand, qui est le personnage féminin et qui est pour moi l'héroïne du roman. Oui. Même si elle ne paraît pas dès le début, et on me l'a reproché, mais je peux vous expliquer pourquoi. Et donc, Tassadit, elle est obnubilée par le fait de venger son père parce qu'il a été maltraité en France et parce que, soi-disant, il était harki et il a été, au fait, tué par ceux qu'il a aidés. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est des histoires qui existent. Qui existent, c'est des histoires douloureuses de cette guerre terrible. Mais ces personnages ont existé réellement. Exact, ils ont resté là. Et j'ai fait de la recherche. Et je suis allé dans les endroits pour écrire ce roman. À partir de la Kabylie, je suis revenu en Kabylie. Je suis allé plusieurs fois. J'ai fait de la recherche sur ce roman. Bien même dans les camps.
je dirais presque de concentration, où les harkis ont été mis tout à fait, dans tout à fait, l'Argonne, oui, tout à fait. du côté Il y a d'Orléans. eu une énorme ingratitude envers eux, Oui, oui, quel oui. que soit maintenant le parcours des uns et des autres, hein, Oui, et que l'histoire a façonné. Et personne ne voulait traiter de ce thème. Oui, oui. C'est Alors, il a encore fallu- un thème tabou. Hein. Oui, c'est un terme tabou. Et je veux vous raconter, quand je ferai la conférence, comment je suis arrivé Oui, à oui, le faire, donc, publier, pour parce que c'est information, trop long. tu C'est trop long. animes une conférence demain à l'association Tafarka à 18 h. Hein, c'est Absolument, à Montreuil. absolument, Voilà. Et oui. donc, qu'est-ce que tu vas dire, tu disais? Non, je disais que c'est difficile de traiter de ce sujet et aussi beaucoup plus difficile de le publier. Oui. Ça, c'est la plus grosse difficulté, c'est ça. Mais pour moi, c'est un roman qui me tient à cœur parce que j'ai pu traiter un sujet, c'est-à-dire et la guerre d'Algérie et mai 68. Deux événements que j'ai vécus dans ma chair, puisque j'étais aussi bien en France, ici, n'est-ce pas, pendant la guerre d'Algérie, que pendant mai 68, j'étais en France. J'étais là en vacances, pas en vacances, en projet de travail que je faisais pour Britannica, Encyclopédia Britannica. Bon. Et donc, tu as vécu tous ces événements, toute cette violence, ces manifestations? Tout à fait, oui, j'ai vécu ça. Et alors, j'ai créé donc une histoire à partir de cet événement que j'ai vu, je suis resté très attaché à la réalité et je suis aussi resté très attaché à venger, si on peut, l'honneur de la femme Amazigh. Donc, par conséquent, de faire en sorte qu'il y ait une analyse plus ou moins objective, sans langue de bois, de dire les choses telles qu'elles sont. Comment elles se sont passées. Voilà, elles se sont passées, tout simplement. Et voilà, et c'est un roman que j'aime beaucoup. Et que grâce à mes amis, et plus particulièrement à mon ami Rachid Beganen, qui nous a mis en contact avec vous, et avec d'autres aussi à Montréal. On a eu une conférence à Montréal. Mais le roman est publié au Canada, à Ottawa, aux éditions Vermillon. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il soit publié en France aussi? Vous savez, ça serait peut-être une bonne idée, ou même en Tunisie ou en Algérie, pour que les gens alors le lisent. j'aimerais bien qu'il soit publié en Algérie, pour vous dire. Oui, il y a des éditeurs, peut-être qu'il faudrait prendre contact avec eux. Oui, tout à fait. Oui. Rachid va s'en occuper. Il m'a dit qu'il a déjà pris contact avec. Ça serait bien. Non, oui. Non, mais j'aimerais bien. Je vous dirais que c'est pas parce que je n'ai pas essayé. Une des premières choses, je voulais publier en Algérie et en France, mais j'ai été refusé. Oui, je comprends. Je comprends. Il y a encore des sujets tabous, y compris dans l'édition parisienne française. Tout à fait. En Algérie aussi, en Afrique du Nord aussi. Tout à fait. Et il y a un autre roman qui s'appelle Cap Nord. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte, ce roman? Cap Nord, c'est le début d'une trilogie sur les îles méditerranéennes. Oui. Et ça parle de l'île de Kerkena et l'île de Djerba, encore une fois les Berbères. Encore une fois, oui. Voilà. Vous voyez, à chaque fois que j'ai l'occasion... On revient toujours. Hein? Moi, je reviens toujours là-dedans. D'accord. Alors, parce que le personnage principal s'appelle Hannibal, mais ce n'est pas Hannibal l'historique Hannibal Barca. Oui. C'est Hannibal Ben Omer. Il y a dans le mot mer, il y a aussi Omer, parce qu'il va faire la traversée et les visites des îles de la Méditerranée du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et donc, ce Hannibal Ben Omer, ça va lui permettre, me permettre à moi, de régler l'histoire d'Hannibal Barca, qui est toujours mal vue par les Européens. Tout à fait. Hein, et que le maître lui donnait sa dignité. Et en même temps aussi, petit à petit, la mère de Hannibal Barca allait de Djerba, son père est de Kerkena. J'ai voulu unir les deux îles. En général, les insulaires ne se marient qu'entre eux, ils ne se marient pas avec les autres. Hein. Tout à fait. Et moi, je les ai mariés, donc je suis romanesque. Pour dire que tout est possible dans la vie. Tout est possible oui, tout est possible. Et voilà, et donc voilà le début de la trilogie. Le deuxième volume va s'appeler Les Odyssées, les aléas d'une Odyssée. Les aléas d'une Odyssée. Voilà. Où là, il va aller donc dans le Cap Nord, il va aller donc de Kerkena à Djerba en Sardaigne et Sicile-Sardaigne. Oui. Dans les aléas d'une Odyssée, il va aller en Crète,
c'est-à-dire, et il va aller, oui, en Crète et en Corse. Voilà, la Méditerranée est très présente. Était présente. C'est comme Méditerranée à voile toute aussi. Et ça, la Méditerranée à voile toute, alors là, il va aller du côté ouest, c'est-à-dire à Majorque, le côté espagnol. Et en même temps, au lieu de revenir comme dans le voyage d'Ulysse, vous savez qu'Ulysse de Homère, il revient à Ithaque. Tout à fait. Tandis que mon personnage principal, Hannibal, il ne reviendra jamais à Carquena et à Djerba, mais il va atterrir, son fils plutôt, arriver à Malte, Malte qui est le centre de la Méditerranée. Et donc, du marginal qu'il était de Carquena à Djerba, il arrive au centre. Il arrive au centre. C'est la marginalité. C'est une belle métaphore. C'est une très belle métaphore, mais c'est une métaphore qui m'a coûté 10 ans de ma vie. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. C'est 10 ans de travail, de recherche? Oui, 10 ans de recherche et de travail, et d'écriture et de réécriture, parce que ça ne se fait pas comme ça. Parce que peut-être tu es perfectionniste un petit peu. Je suis assez perfectionniste, oui, tout à fait. Et donc, par conséquent, je travaille, je retravaille, je retravaille, je travaille. Et en plus, il faut satisfaire un éditeur qui ne va pas toujours accepter ce qu'on lui raconte. Aussi, bien sûr. Donc, il faut aussi reprendre le texte. Mais j'en suis content. Je crois ma trilogie sur la Méditerranée, je crois qu'elle fera date. Je suis persuadé parce que la vision telle que... Parce que c'est le modèle, vous savez, des îles méditerranéennes et du thème du voyage et de l'immigration, au fait. Tout à fait. Elle a pour modèle, aussi j'ose dire, oui, pour modèle Ulysse. Or, cet Ulysse moderne qui est Hannibal, et de marginal, Ulysse était au centre, au fait. Hein, il occupait le centre. Tandis que, même si c'est Ithaque, il occupait le centre sur le plan culturel. Tandis que Hannibal Barca, c'est un chômeur, et qui va faire sa vie et qui va faire le tour de la Méditerranée, tous en s'inscrivant dans le centre de la Méditerranée. Et la Méditerranée, ce sont aussi des valeurs humaines. Tout à fait. Et toi, ton œuvre aussi est parsemée d'humanisme, de tolérance, d'ouverture à l'autre. C'est exactement ça, Youssef, exactement ça. Parce que vous savez que la Méditerranée, d'abord, c'est le centre de toutes les civilisations, et surtout les civilisations occidentale et orientale. C'est aussi le lieu des trois livres, de religions. Tout à fait. Religions la Torah monothéiste, oui. La Torah, la Bible et le Coran. Et par conséquent, pour moi, c'était un projet que je tenais en moi depuis des années, parce que pour moi, c'était ça. Mais il fallait, étant moi-même méditerranéen. Bien sûr. Bon, alors, je voulais comprendre qu'est-ce que c'est que la méditerranéité. La méditerranéité, c'est aussi une valeur reliée à la berbérité. Hein, et les Berbères ont largement façonné un peu les valeurs méditerranéennes. Absolument. Mais malheureusement, l'histoire ne le retient pas toujours. Exact, Youssef. Malheureusement, on ne retient pas toujours. Et moi, est-ce qu'il n'est pas temps pour les Berbères d'écrire leur propre histoire aussi? Oui. L'histoire étant écrite en général par les vainqueurs. Ben, il y a des gens, je crois qu'il y a des gens qui ont commencé. Enfin, oui. Bon, je vois par exemple encore Mouloud Mameri, je reprends cet exemple, tout à fait. Bon, qui a écrit l'histoire et qu'il a écrit même sur le plan linguistique et culturel. Mais moi personnellement, je traite de la berbérité parce que je traite de l'origine. L'origine m'intéresse. Bien sûr. Mon origine, moi, je suis fier de mon origine. Je dis toujours, je suis berbère, même si je ne parle pas la langue, peu importe. Oui, peu importe. L'essentiel, c'est de le dire. Toute l'Afrique du Nord, elle est berbère. Ok, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Et qu'il faut revenir à l'origine pour pouvoir se comprendre complètement. Sinon, on ne se comprend qu'à moitié. Sinon, on va rester dans le malentendu. Exact. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un dernier mot? D'abord, j'ai un dernier mot pour vous remercier. D'abord, me donner l'occasion de me retrouver parmi les miens. C'est nous qui te remercions vivement. Et je te dis bonne continuation dans tes belles œuvres. Merci. Mes amis, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.